Et si les femmes prenaient le pouvoir? Donc, à l'origine de cette séance, il y a la réponse faite par Elisabeth Badinter à une question que lui avait posée François Busnel dans son émission La Grande Librairie sur France 5. Busnel lui demande à l'ombre de quel écrivain ancien elle écrit, et à la grande surprise de Busnel, donc Elisabeth Badinter cite Aristophane. Et donc Aristophane, c'est un auteur comique grec du 5e, 4e siècle avant l'ère chrétienne, et elle cite donc à son propos une œuvre qui s'appelle L'Assemblée des femmes, qui est une œuvre qui a été une pièce de théâtre qui a été jouée en 393-392 avant l'ère chrétienne. Et elle cite cet auteur donc parce qu'elle considère cette pièce comme une anticipation donc de la réflexion féministe, ou en tout cas, bon, pour ne pas employer d'anachronisme, d'une réflexion sur l'émancipation des femmes, donc, dont cette pièce serait donc une des premières manifestant donc cette émancipation. J'ai joint à cette pièce dont parle Elisabeth Badinter une autre pièce d'Aristophane qui traite du même sujet de la prise de pouvoir des femmes. C'est Lysistrata, qui est une œuvre un peu antérieure, qui avait été jouée en moins 411. Et ce sont deux pièces donc qu'on joue fréquemment aujourd'hui et qu'on joue parce qu'on les considère, c'est ce qui légitime le fait qu'on les joue, on a besoin de ça pour les légitimer, on les considère donc comme des œuvres qui seraient des espèces de prémices de cette réflexion sur l'émancipation des femmes. Donc ça, c'est l'interprétation la plus courante que l'on trouve. Il y a d'autres interprétations sur ces pièces, en particulier, on m'a enseigné quand j'ai fait mes études de grec que ces pièces ne signifiaient rien. D'abord, on ne les étudiait pas parce qu'elles étaient trop obscènes, et d'autre part, elles étaient faites simplement pour rigoler. Elles étaient faites pour rire, mais ça ne signifiait rien. C'était une fuite hors de la réalité, mais il ne fallait pas tirer de réflexion profonde de l'étude de ces pièces. Et donc, pour moi, ces deux interprétations, l'interprétation qui va dans le sens de l'annulation de ces pièces ou de la réduction de ces pièces au simple rire, et d'autre part, l'interprétation qui fait de ces pièces des moments anti-féministes, me semble des contresens sur ces pièces. Et donc, je voudrais, il m'a semblé intéressant donc, de revenir sur ces pièces et de les analyser d'un peu près pour montrer combien la réflexion sur l'émancipation des femmes est difficile et combien il ne faut pas céder aux facilités, aux à peu près et aux contresens, comme on le fait donc à propos de ces pièces. Bon, le fait de faire ce grand saut dans l'actualité, de l'actualité de MeToo, etc., à ce 5e ou 4e siècle avant Jésus-Christ, c'est d'autre part donc le moyen de faire par le détour, par l'éloignement dans le temps et l'espace, une approche autre de ces problèmes de l'émancipation féminine. Il y avait à la fin du XXe siècle un sociologue qui s'appelait Georges Ballandier qui avait écrit un livre intitulé « Le détour » où il montrait qu'en sociologie, il était souvent intéressant, au lieu d'étudier frontalement un problème, de prendre un détour, de passer par l'éloignement dans le temps ou l'espace. C'est ce qu'il faisait, lui, pour étudier le pouvoir. Et ça permet donc d'échapper à la myopie du présent et de remettre en perspective donc, les idées. Et donc, c'est un peu ce que j'essaie de faire aussi donc avec ces deux pièces d'Aristophane. Alors, ces deux pièces, donc, ce sont des comédies grecques. La comédie grecque naît à Athènes comme la tragédie, un peu après la tragédie, dont j'ai déjà parlé avec l'Orestie d'Échille lors d'une séance précédente.
Et Aristophane appartient donc à la première période de la comédie grecque, ce qu'on appelle la comédie ancienne. Il y aura ensuite la comédie moyenne et la comédie nouvelle. Ça se termine avec Ménandre. Et ce qui caractérise la comédie ancienne, c'est sa dimension fortement politique. Donc c'est le cas de cette comédie d'Aristophane. Les comédies étaient représentées dans les mêmes circonstances que les tragédies dont j'ai parlé, c'est-à-dire qu'on les représente durant les fêtes du dieu Dionysos, au théâtre de Dionysos, sous la forme de concours. Il y a une journée réservée aux comédies, où 5 comédies sont représentées de 5 auteurs différents, et on désigne donc le vainqueur, un jury de citoyens désignait donc le vainqueur de ce concours donc de comédie, comme c'était le cas pour le concours de tragédie. La cité participe, donc je l'avais dit, à l'organisation de ces spectacles, puisque ce sont les impôts, c'est une forme d'impôt sur la fortune déjà, c'était ce qu'on appelait la chorégie, c'est un impôt donc qui faisait que les plus riches citoyens d'Athènes fournissaient les fonds nécessaires donc à ces représentations, aux répétitions, à la formation d'un chœur et au paiement des acteurs qui intervenaient dans ces comédies ou ces tragédies. J'avais dit que la présence des femmes était incertaine, bon, même si ici ou là aujourd'hui on trouve des affirmations péremptoires, d'ailleurs en sens différent. Tantôt on dit qu'on sait qu'elles étaient là, tantôt on dit qu'on sait qu'elles n'étaient pas là. En réalité on n'en sait toujours rien de manière définitive. Bon, ce qui est un peu gênant pour les pièces qui nous intéressent, dans la mesure où ce sont des pièces dont les personnages principaux sont des femmes, et donc il aurait été intéressant de savoir si les hommes riaient entre eux, ou si les femmes étaient là, et qu'est-ce qui les faisait rire, ces femmes, dans ces pièces où l'on parlait d'elles. Mais malheureusement, on ne sait pas si ces femmes donc, étaient là. Donc ce sont des comédies qui sont très politiques. On parle des hommes politiques et on les assassine avec une férocité presque impensable aujourd'hui. On les insulte, etc. C'est très très violent et nommément. Donc c'est une forte dimension politique. Et on parle de l'actualité politique, mais on parle aussi des grands problèmes de la cité, les problèmes de la guerre et de la paix, le problème de la démocratie, etc. On parle de tous les problèmes politiques possibles. Ce sont des pièces qui, du point de vue du registre, se caractérisent par une très grande bouffonnerie. Ce ne sont pas des comédies à la Molière avec du rire qui se veut intelligent. C'est de la grosse farce, c'est de la grosse bouffonnerie, du gros rire. Et le rire vient en particulier du caractère obscène de ces comédies. Les allusions sexuelles sont absolument partout, les expressions à double sens sont partout. C'est pour ça qu'on ne les étudiait pas quand je faisais mes études de grec, on considérait ça comme obscène, donc ce n'était pas au programme. Et donc, ce caractère sexuel de ces pièces vient de ce que, à l'origine de la comédie, il y avait à Athènes des rites de fertilité, à quoi était lié expressément le sexe, et donc c'est pourquoi la vie qu'expriment ces comédies est présente donc de manière aussi sexuée dans ces comédies donc d'Aristophane. Bon, ce double caractère politique et d'actualité politique et d'obscénité fait que ce sont des pièces aujourd'hui quasi impossible à traduire parce que on perd le sens donc de toutes les références à l'actualité de l'Athènes du 5e siècle, donc c'est très difficile, il faut mettre des notes partout, donc quand on les joue c'est compliqué, et puis d'autre part donc c'est très difficile de traduire les obscénités parce que bon il y avait dans l'Athènes de cette époque donc une évidence, enfin bon, de cette présence du sexe au théâtre, bon, qu'on n'a plus aujourd'hui, et donc aujourd'hui on tourne autour du pot. Et donc pour vous donner un simple exemple à propos de Lysistrata, où il est question de la grève du sexe que font les femmes pour amener les hommes à conclure la paix,
Eh bien, je vous cite 3 traductions dans l'ordre de la crudité croissante. Et donc la première dit il faut vous abstenir donc du membre. Donc l'Isistrata s'adresse aux femmes et donc elle leur dit il faut faire la grève du sexe pour amener les hommes à signer la paix. Donc il faut vous abstenir du membre, dit la première traduction. La deuxième, il nous faut renoncer aux obes. Et puis la troisième, qui est sans doute beaucoup plus proche d'Aristophane, nous devons nous passer de bites. Donc, c'est cela que vous allez entendre ce soir. Donc, les chastes oreilles vont souffrir. Donc, la comédie d'Aristophane prend souvent la forme de l'utopie. Et si? Que se passerait-il si? Et si l'on invente l'utopie, c'est parce que la situation réelle apparaît dans une impasse. Le réel est bloqué et donc on invente une situation par laquelle on pourrait sortir de cette impasse. Et par exemple, il y a une pièce d'Aristophane qui est intitulée « Les oiseaux » où les 2 héros vont construire dans les airs une cité des oiseaux parce que Athènes est devenue invivable. On se fait des procès pour un oui, pour un non à Athènes et donc c'est devenu absolument invivable. Et donc pour échapper à ces procès permanents d'Athènes, eh bien, les 2 héros vont fonder dans les airs donc une cité des oiseaux. Et donc, c'est la même chose pour nos 2 comédies. La situation d'Athènes est catastrophique. Et si on donnait le pouvoir aux femmes pour sortir de cette décadence dans laquelle est entrée la cité, qu'est-ce qui se passerait? Donc, on entre dans le domaine donc, de l'utopie avec cette prise de pouvoir par les femmes. C'est bien une utopie, puisqu'on a dit que la cité athénienne était, ça a été une expression qu'on attribue à Henri-Irénée Marou, un historien, mais qu'on a reprise continuellement. On a dit que la cité athénienne était un club d'hommes. Donc seuls les hommes participent au pouvoir. L'espace des femmes, c'est le gynécée, c'est-à-dire l'appartement des femmes à la maison. Les femmes ne s'occupent que de la maison et non pas, elles ne sont jamais dans l'espace public, elles ne sont jamais à l'extérieur, sauf rarissime exception, comme dans certaines cérémonies religieuses, mais c'est extrêmement rare. Donc c'est vraiment un monde à l'envers, sacrilège quasiment, que ces comédies construisent en attribuant le pouvoir aux femmes. C'est un monde à l'envers, une cité à l'envers à laquelle on se trouve confronté. Enfin, dernière généralité sur ces comédies, je l'avais dit à propos de la tragédie, les acteurs de ces comédies, comme pour les tragédies, sont uniquement des hommes, donc les rôles de femmes sont joués en travesti par des hommes. C'est vrai aussi bien des acteurs qui représentent les personnages individuels donc, de cette comédie que du chœur qui intervient dans la comédie comme dans la tragédie. Ce chœur est constitué également et joué donc uniquement donc, par des hommes. Et comme pour les acteurs de la tragédie, tout le monde porte des masques et un costume spécifique. Dans la comédie, donc, sont des masques donc, bouffons, des masques grossiers qui veulent faire rire, et on porte donc un vêtement qui est fait également pour rire. Les acteurs portent une sorte de juste-au-corps dont les fesses sont rembourrées de manière énorme, donc ça fait un cul énorme donc, aux acteurs. Les acteurs portent un phallus également énorme, un ventre énorme, donc ce sont des silhouettes faites pour faire rire, et de même le chœur porte un déguisement donc destiné lui aussi donc à faire rire. D'Aristophane lui-même, on ne sait à peu près rien, pas même les dates donc, de sa naissance et de sa mort. On le situe à peu près vers moins 445, moins 385, c'est-à-dire qu'il est à cheval sur le 5e, 4e siècle avant donc l'ère chrétienne. Le plus important, c'est que l'existence d'Aristophane correspond à la période de
l'apothéose puis de la décadence d'Athènes. Hein, l'apothéose d'Athènes naît après la victoire des Grecs avec Athènes à leur tête sur les Perses, hein, après la victoire de Marathon en moins 490, puis Salamine en moins 480. Et donc Athènes est à la suite de ces victoires à la tête d'un énorme empire, et donc Athènes est très florissante dans la mesure où elle fait payer un tribut à ses alliés, elle commerce avec ses alliés, donc c'est un empire extrêmement florissant. Et puis l'empire athénien va s'écrouler à la suite de la guerre du Péloponnèse entre Athènes et Sparte, cette guerre qui va durer près de 30 ans, hein, de moins 431 à moins 404, et cette guerre se termine par l'effondrement d'Athènes. Athènes est prise, on détruit les remparts athéniens, Athènes perd sa flotte, perd son empire, donc c'est la décadence d'Athènes. Donc Aristophane est à cheval, vit toute cette période d'apothéose puis de décadence d'Athènes, donc c'est important dans la perspective de l'utopie. Hein, c'est des utopies qui vont naître dans des circonstances difficiles, hein, de la cité. Il est l'auteur d'une quarantaine de comédies dont on a conservé seulement 11 pièces. Les nuées, les oiseaux, les grenouilles sont les autres pièces les plus connues, au-delà des deux pièces qui vont nous occuper, Lysistrata et l'Assemblée des femmes. Ce sont deux pièces qui sont célèbres parce que, précisément, par leur sujet, hein, par le fait qu'elles présentent, qu'elles racontent cette prise de pouvoir par les femmes. Lysistrata a été écrite en pleine guerre du Péloponnèse, en moins 411. Donc la guerre dure depuis 20 ans. Hein, Athènes est en situation difficile, surtout qu'elle a connu un désastre en Sicile où elle a perdu 30 000 hommes. Et donc c'est dans ces circonstances-là que les femmes athéniennes vont décider, parce qu'elles en ont assez de la guerre, de faire la grève du sexe pour amener les hommes à conclure enfin la paix après 20 ans de guerre. L'Assemblée des femmes est écrite, elle, après la défaite d'Athènes dans la guerre du Péloponnèse, en moins 392, au moment où Athènes est en situation plus difficile encore, puisqu'elle a perdu à ce moment-là tout son empire, hein, et que la cité est vraiment plongée dans la décadence. Voilà donc ce que je voulais dire pour amener à l'étude précise de ces deux pièces que je vais prendre l'une après l'autre. Et donc vous aurez des lectures d'extraits de ces pièces par les lecteurs habituels, qui ont beaucoup travaillé, parce que je les en remercie, parce que c'est très difficile à lire, Aristophane. Alors je vous résume tout d'abord Lysistrata. La pièce se situe en moins 411, à l'époque où elle se joue, c'est l'époque de la fiction qui est racontée aussi dans la pièce. Ça se passe sur l'acropole d'Athènes. Donc l'acropole, c'est le lieu du pouvoir athénien, hein, de tous les pouvoirs politiques, religieux, économiques. Hein, c'est le lieu central de la cité. Et donc la guerre dure depuis 20 ans. Lysistrata, une Athénienne, en a assez de cette guerre, et elle décide de convoquer des femmes de toute la Grèce, des compagnes athéniennes, mais aussi des femmes venues de toutes les autres cités grecques, de Sparte, mais aussi de toutes les autres cités, pour conclure entre elles par un serment la promesse de renoncer au sexe, de faire la grève du sexe, pour amener les hommes à conclure la paix. Elles en ont assez de vivre sans hommes. Les hommes sont partis faire la guerre, les maisons sont vides, elles en ont assez, elles veulent que la guerre cesse, et donc elles font la guerre du sexe. Elles s'emparent aussi de l'acropole, donc elles décident par serment cette grève, et elles décident en même temps de s'emparer de l'acropole, parce qu'à l'acropole il y a le trésor d'Athènes, et donc le nerf de la guerre, c'est bien connu, c'est l'argent. Hein, et donc, elle s'empare de ce trésor de guerre pour empêcher les dépenses de guerre, les hommes de faire des dépenses pour la guerre.
les vieillards d'Athènes, qui constituent un demi-chœur, accourent avec des torches pour mettre le feu à l'acropole dont se sont emparées les femmes, pour les amener à se rendre, mais un autre demi-chœur formé par les vieilles femmes d'Athènes se précipite contre eux avec des seaux d'eau pour éteindre l'incendie, et elles réussissent à éteindre cet incendie, et donc les femmes restent maîtresses du terrain, restent maîtresses de l'acropole. Un commissaire du peuple arrive avec des gardes, les femmes mettent en déroute les gardes, et Lysistrata, donc, qui est la meneuse du groupe des Athéniennes et la meneuse de la grève, Lysistrata affronte ce commissaire du peuple dans une grande joute verbale, et elle l'emporte, elle l'écrase totalement dans cette grande joute verbale, et donc l'homme, le magistrat athénien, est vaincu par la meneuse donc, de la grève. Mais Lysistrata ne doit pas seulement se battre contre les hommes, elle doit se battre aussi contre ses compagnes, parce que les femmes se révèlent incapables de mener jusqu'au bout la grève du sexe qu'elles ont elles-mêmes décidée. Elles sont elles aussi frustrées de ce manque sexuel, et donc elles, sous des prétextes fallacieux, elles veulent rentrer chez elles. Mais Lysistrata donc réussit à les convaincre donc de résister, et finalement elle y parvient. Et donc la pièce se termine par la célébration de la paix retrouvée. Les émissaires spartiates arrivent, ils sont exténués par la frustration sexuelle, et donc les Athéniens et les Spartiates signent la paix, et la pièce se termine par la célébration d'un énorme banquet, par la célébration de chants, de danses, etc. Les femmes donc ont réussi à amener donc la paix, à ramener la paix dans la cité. Voilà donc ce que raconte Lysistrata. Alors, premier point que je voudrais développer, donc, c'est cette thématique du monde à l'envers, de la cité à l'envers, cet espace civique investi par les femmes que représente donc Lysistrata. Lysistrata dit elle-même « Toutes choses seront dessus-dessous interverties ». Donc il faut chaque fois entendre l'allusion sexuelle aussi. Ça veut dire nous allons mettre en prenant le pouvoir le monde à l'envers, mais ça laisse entendre aussi des choses sur le plan sexuel, c'est constant dans les pièces d'Aristophane. Donc on est dans un monde à l'envers. Le fait que les femmes aient envahi la scène, les jeunes, les vieilles, les athéniennes, les étrangères des autres cités, c'est complètement subversif. C'est un monde donc à l'envers du monde normal où les femmes sont à la maison. Donc c'est cela que représente donc la pièce. Alors l'objectif des femmes dans Lysistrata, ça n'est pas de renverser la structure de la société. Ça n'est pas pour les femmes de prendre la place des hommes et d'exercer désormais le pouvoir à la place des hommes. C'est simplement une action ponctuelle et ciblée. Il ne s'agit de rien d'autre que d'amener les hommes à signer la paix. Elles ne veulent rien d'autre. Et donc elles disent qu'une fois que cela sera obtenu, elles rentreront chez elles. Donc il ne s'agit pas de renverser la société, mais simplement d'intervenir dans une action ponctuelle, précise. Ramener les hommes à la raison. Faire la guerre, c'est une folie. Elles veulent ramener les hommes à la raison par cette action, et ensuite tout rentrera donc dans l'ordre. Le moyen de cette action, donc, c'est la grève du sexe pour ces femmes. Cette grève du sexe n'a aucune réalité à Athènes. On sait immédiatement, les spectateurs de l'époque savent immédiatement que cette utopie-là est une utopie comique, dans la mesure où les épouses, il ne s'agit dans cette pièce que des épouses, les épouses à Athènes, ça n'est pas fait pour le plaisir.
pour le plaisir, elles sont faites, les épouses, pour créer des enfants, procréer, enfanter, faire des citoyens futurs. Voilà pourquoi existe le mariage. Ce sont des ventres, ce sont les ventres de la cité. Elles produisent des enfants, point barre. Le plaisir, c'est avec les concubines, c'est avec les prostituées, c'est avec les garçons. Donc, tous les spectateurs athéniens comprennent à l'époque, ce qu'on ne comprend plus forcément aujourd'hui par perte culturelle, les choses. Et donc, c'est à l'origine de certains contresens, je crois. Donc, cette grève du sexe, il faut bien comprendre que c'est une mise en scène comique. Ça n'a rien d'une utopie réelle, réalisable. C'est fait, donc, dans la perspective donc, de l'imagination. Cette grève du sexe double donc, de la maîtrise de l'argent par la prise de l'acropole, donc de ce lieu essentiel. Il s'agit de paralyser les hommes, de les paralyser sexuellement par la grève du sexe, de les paralyser sur le plan financier en leur interdisant de financer les opérations militaires. Et donc, le rôle des femmes, c'est un rôle de blocage. Elles paralysent, elles arrêtent la circulation, elles arrêtent la dépense sexuelle et la dépense monétaire, la dépense donc, de l'argent. Les femmes s'organisent comme une véritable armée avec une stratégie extrêmement élaborée. Aux jeunes, la grève du sexe, il s'agit de faire griller les hommes de désir. Les vieilles, c'est l'argent dont elles s'emparent. Ce sont les vieilles femmes qui vont prendre l'acropole et qui vont s'emparer donc de l'argent. Donc il y a une véritable stratégie. Et donc c'est un monde à l'envers dans la mesure où l'acropole, qui est le centre de la cité, le haut lieu de la cité, c'est au sommet de la cité, c'est là que se trouvent les femmes qui normalement sont invisibles dans la cité. Donc le théâtre exhibe véritablement ce monde à l'envers que raconte donc Lysistrata. Les femmes sont dehors et elles sont sur les hauteurs de la cité alors qu'elles devraient être invisibles dans le secret de leur maison. Bon, pour réaliser ce monde à l'envers, les femmes sortent donc de chez elles, sortent de ce qui est leur lieu donc habituel, la maison, le foyer, et c'est pour elles extrêmement difficile. La sortie est difficile pour les femmes, dit l'une d'entre elles, dans la mesure donc, où le rôle traditionnel des femmes les enferme tellement à la maison que les voir dehors est absolument hors de toute raison, hors de toute habitude. Elle règne sur les tâches ménagères, et ce qui symbolise les tâches ménagères dans toute la culture grecque, c'est le tissage et le filage de la laine. Et donc, c'est cela qui symbolise le rôle des femmes. Mais tout le travail de la maison est également attribué donc, aux femmes. Donc s'occuper de l'intendance, de la nourriture, des esclaves, des enfants, tout cela relève uniquement des femmes. Là aussi, on est dans le comique et pas dans la réalité, dans la mesure où, sauf dans les familles pauvres d'Athènes, toutes ces tâches matérielles de la maison sont naturellement accomplies par des esclaves. Les femmes, sont les maîtresses de maison, elles dirigent les opérations, mais elles n'accomplissent pas donc directement toutes ces tâches donc, de la maison. Ça, c'est le modèle athénien. Ce qui est intéressant dans la pièce, c'est que comme des femmes d'autres cités interviennent, en particulier une Spartiate qui s'appelle Lampito, le nom est au tableau, on a dans la pièce une image différente de la femme athénienne, c'est la Spartiate. Bon, on sait très peu de choses des femmes en dehors des femmes athéniennes, parce que sur les femmes spartiates, on n'a que le point de vue des Athéniens, mais on a
pas de documents, par ailleurs, historiques sur les femmes spartiates, et donc sont les femmes spartiates telles que les voient ici les Athéniennes. Et donc l'Amphito est présenté comme ayant un corps musclé, ferme, allé. Ça représente l'altérité des femmes par rapport à la femme athénienne, dans la mesure où les jeunes filles à Sparte étaient élevées comme les garçons, avec les garçons, dehors. Elles participaient aux mêmes exercices physiques parce qu'on voulait faire des femmes de bonnes productrices. Et donc, il fallait qu'elles aient un corps sain pour pouvoir produire de beaux enfants. Et donc, la femme spartiate est très différente de la femme athénienne, telle que les Athéniennes les voient. Et puis, il y a d'autres femmes venues d'autres cités qui ne sont évoquées que très très rapidement et souvent de manière comique, parce que bon, les deux peuples principaux, c'est les Athéniens et les Spartiates. Bon, les autres peuples sont des peuples accessoires dans la guerre, et donc les femmes autres sont accessoires, et donc on se moque un peu d'elles. Il est question de la Béotienne, par exemple, on se moque de son sexe épilé. Et il est question de la Corinthienne, dont on se moque des formes rondelettes. Donc les autres femmes sont un peu des points de comique, de rire pour les femmes athéniennes et les femmes spartiates, qui les prennent donc quelque peu de haut. Alors ce que veulent faire les femmes dans cette grève du sexe, elles le présentent comme relevant de leur nature. Elles veulent exprimer à l'extérieur ce qu'elles sont capables de faire à l'intérieur. Elles sont les maîtresses de maison, elles règnent sur la nourriture, elles règnent sur l'intendance, sur l'argent de la maison, elles gèrent le trésor, elles gèrent l'argent à l'intérieur de la maison. Et donc ce que réclament les femmes, c'est de projeter leur capacité naturelle qui s'exprime à l'intérieur, à l'extérieur. Elles veulent faire de la cité une sorte de maison. Elles vont exprimer dans la cité, en gérant l'argent et la réalité de la cité, elles vont exprimer les mêmes qualités qu'elles expriment habituellement, donc à l'intérieur des maisons. Et Lysistrata développe cette idée sous la forme d'une longue métaphore que vous allez entendre tout à l'heure dans la première lecture dans la lecture qui va être faite. C'est l'idée que faire de la politique, c'est finalement rien d'autre que de faire du tissage. Il faut de la laine propre, il faut démêler la laine, il faut ensuite unir les fils de la laine en pelote et puis la tisser. Eh bien, la politique, c'est la même chose. Il faut démêler les problèmes et puis il faut tisser les fils, les problèmes de manière à trouver des solutions. Et donc, c'est la même chose. Et donc, puisque nous savons faire dans les maisons, nous savons faire aussi en politique, dit Lysistrata. Et c'est pour cela donc que nous sommes légitimes à exercer donc l'action que nous menons. Et elles prétendent donc ainsi qu'elles vont rétablir la raison dans la cité au lieu de la folie que les hommes donc, ont établie dans la cité. Et c'est vous, si vous aviez un peu de cervelle, dit Lysistrata, qui appliqueriez à toute la politique les recettes que nous avons pour nos affaires de laine, dit-elle. Donc elles vont exercer dans la cité leur qualité naturelle de maîtresse de maison, et leur prise de pouvoir passe par la prise de la parole. Dans la pièce d'Aristophane, les femmes prennent la parole. Prendre le pouvoir, c'est prendre la parole. Or, là aussi, c'est une véritable subversion, dans la mesure où dans la réalité quotidienne, les femmes n'ont pas droit à la parole, elles ne sont pas légitimes dans leur parole en ce qui concerne les affaires publiques. Elles n'ont rien à dire sur les affaires publiques. Les femmes sont des épouses de citoyens. À Athènes, elles ne sont pas des citoyennes. Elles sont des épouses de citoyens et des mères de futurs citoyens. Mais elles ne sont pas elles-mêmes des citoyennes. Elles ne participent en rien aux affaires publiques d'Athènes. Et donc, ce que montre la pièce d'Aristophane, ce sont les femmes prenant la
parole, imposant leur prise de parole aux hommes. Et c'est en particulier donc la grande joute verbale qui va opposer donc le commissaire du peuple à Lysistrata. Lysistrata va imposer sa parole et ça va se terminer par une victoire de Lysistrata qui va jeter sur la tête du commissaire du peuple le voile que portent les femmes à Athènes. Le voile, aucune femme de bonne condition à Athènes ne peut sortir à l'extérieur sans le voile sur la tête. Il n'y a que les prostituées qui peuvent se sortir sans voile. Et donc, elle lui jette sur la tête ce voile et pendant tout son discours, elle lui dit « Maintenant, tu vas m'écouter, on va changer les rôles, alors que jusque-là, je ne disais rien. Les femmes vont se mettre à parler et les hommes vont écouter ce que les femmes ont à dire. Et donc, à la fin, le commissaire va être totalement écrasé, le rôle est renversé. Et cela se résume en une formule. La guerre sera l'affaire des hommes, était-il dit dans l'épopée d'Homère, dans les fameux adieux d'Andromaque et d'Hector. Hector donc dit à Andromaque, l'affaire est une question d'hommes. Les femmes n'ont rien à dire sur la guerre. Eh bien, Lysistrata renverse la formule. La guerre sera l'affaire des femmes, dit-elle donc à ce commissaire du peuple. Et donc ce renversement de la formule marque cette prise de parole donc par les femmes, cette décision prise par les femmes de sortir de ce qui fait normalement leur qualité naturelle à l'intérieur des maisons, la pudeur, la réserve, le silence. Elles sortent et elles prennent la parole en prenant le pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir sans prise de parole. C'est ce que font donc ici donc les femmes. Et ce qui montre bien la puissance de cette prise de parole des femmes, c'est qu'elles vont se mettre à manipuler la parole comme le font les hommes. Les hommes, quand ils font de la politique, manipulent la parole rituelle. La parole rituelle, c'est par exemple, dans la cité antique, la parole des oracles. Quand on veut faire passer une décision politique, on fait dire à un oracle que si cette décision-là est prise, eh bien, tout se passera bien. Et donc Lysistrata dit qu'un oracle lui a dit que par leur chasteté, les femmes allaient sauver la cité. Et donc elle légitime l'action des femmes en inventant donc un oracle comme le font les hommes. Et de la même façon que les hommes prêtent des serments, eh bien les femmes, pour conclure donc leur alliance pour faire la grève, prêtent un serment en parodiant ce que font les hommes. Les hommes, habituellement, quand ils font un serment, sacrifient un animal. Eh bien, les femmes vont parodier le sacrifice. Elles vont percer une outre de vin. Et donc, à la place de sang, c'est du vin que versent les femmes pour parodier le mode du sacrifice qu'accomplissent les hommes pour assurer donc le serment. Donc, on voit les femmes manipuler les paroles rituelles telles que les hommes les utilisent, telles que les hommes les font mentir pour mener donc leur politique. Alors, première lecture, c'est la lecture donc de cette grande joute verbale entre Lysistrata et le commissaire du peuple, Lysistrata, donc qui va prendre l'ascendant sur ce commissaire donc du peuple. Mais où avez-vous pris de vous mêler de guerre et de paix? On va t'expliquer ça. Parle, et vite, ou ça va chauffer. Soit, écoute et tâche de tenir tes points. Oh, c'est plus fort que moi. C'est le diable de les tenir, tellement je suis furieux. À toi la parole. Bon, je vais la prendre. Dans les premiers temps de la guerre, nous avons, avec la sage réserve de notre sexe, supporté tout ce que vous faisiez, vous autres les hommes. C'est que vous ne nous laissiez pas risquer un mot. Et pourtant, ça ne nous plaisait guère. Mais avec nos intuitions, nous savions bel et bien ce que vous faisiez. Et maintes fois, sans bouger de la maison, nous avions vent des tristes décisions que vous aviez prises sur quelque affaire grave. Alors,
la mort dans l'âme, mais le sourire aux lèvres, nous vous demandions « Quelle décision a-t-on fait afficher à l'Assemblée aujourd'hui pour la paix ?»« Ça te regarde, disait le mari, où vas-tu te taire ?» Et je me taisais. Vrai? Tu aurais reçu de quoi bramer, hein? Et si tu avais soufflé mot. C'est bien pour ça que je me taisais, moi. D'une fois à l'autre, les décisions que nous apprenions allaient de mal en pis. Alors, nous demandions « Dis, mon chéri, comment ça se fait-il que vous vous y preniez comme ça en dépit du bon sens ?» Et lui, le regard noir, de répliquer « Fais courir ta navette ou bien je te frotterai les oreilles et tu t'en souviendras. La guerre est chose d'homme. Elle le restera. » En voilà un qui avait bien raison, ma foi. Raison, malheureux que tu es. Quand vous preniez des résolutions désastreuses sans même nous laisser vous chapitrer. Plus tard, nous vous avons entendu dialoguer entre vous, ouvertement cette fois, dans les rues. Un homme, il n'y en a donc plus dans ce pays. Non, morbleu, personne, répliquait l'autre. Alors, nous avons décidé, sans plus tarder, de sauver la Grèce en nous coalisant pour la cause commune, nous les femmes. Où ça nous mènerait-il d'attendre davantage? Ma foi, si seulement vous consentiez devant nos excellents conseils à écouter à votre tour, à vous taire à votre tour, comme nous l'avons fait, nous vous remettrions dans le bon chemin. Nous? Vous? C'est inouï ce que tu dis. Je peux pas supporter ça. Tais-toi. Que je me taise, et devant toi, satanée gueuse, avec ton voile drapé autour du museau, plutôt crever. Si c'est ça qui te chiffonne, je te le passe, mon voile. Tiens, prends-le, drape-le-toi autour du museau, et puis tais-toi. La guerre, désormais, sera chose de femme. Donc ce monde à l'envers provoque chez les hommes, bien que, je le répète, cela ne vise absolument pas à prendre leur place, hein, ça ne vise qu'à régler une situation très particulière, hein, de la situation de la guerre, provoque chez les hommes donc la grande peur. Hein. Et cette grande peur, hein, donc, c'est d'abord la peur d'une guerre des sexes dans laquelle les hommes auraient le dessous. Le texte dans la comédie s'organise sur des affrontements, hein, ce qu'on appelait en grec l'agones, hein, l'agonie en français, hein, c'est le combat, la lutte, hein, et donc les femmes s'organisent en 4 bataillons de femmes belliqueuses et bien armées. Le nom de Lysistrata signifie dissolution de l'armée, hein, et donc on voit que les femmes s'organisent véritablement comme des guerrières, hein, dans le texte. Elles prêtent serment, comme on conclut une alliance militaire avec les femmes des autres cités, hein, comme le font les hommes dans ce cas-là. Et cette guerre se termine de manière extrêmement dangereuse donc pour les hommes, si l'on s'en tient à cette joute verbale, puisque de manière symbolique, ce commissaire du peuple se retrouve réduit à la situation qui était auparavant la situation des femmes. C'est une espèce de castration symbolique. Hein, il se retrouve avec le voile des femmes sur la tête, et après le voile, on lui met un linceul sur la tête. Hein, donc, il est véritablement tué par Lysistrata, hein, qui le réduit donc à néant dans cet affrontement avec lui. Donc, il y a une guerre des sexes donc extrêmement violente qui se révèle là. Les hommes réagissent eux aussi de manière extrêmement violente. Ils considèrent les femmes comme des ennemis de la cité. Ils disent que les femmes complotent contre la cité, que ce sont des espèces d'ennemis intérieurs de la cité. Donc on voit que la réaction des hommes est complètement démesurée par rapport à la réalité de la situation qui est évoquée dans le texte. Donc c'est vraiment une grande peur. Et on voit les stéréotypes genrés voler de tous côtés, aussi bien chez les femmes que chez les hommes. Les femmes constituent les hommes en belliqueux. Hein, les hommes, ce ne sont que des belliqueux, ils ne rêvent que de faire la guerre. Enfin, c'est le cul et la guerre, hein, grosso modo. Et les hommes constituent les femmes, elles aussi, en stéréotypes genrés, déclinés à partir du modèle de la première femme
dans la culture grecque, dans la mythologie grecque. La première femme, c'est Pandore, et donc il faut se souvenir que Pandore est envoyée aux hommes par le dieu suprême Zeus pour les punir du vol du feu réalisé par Prométhée. Prométhée a volé le feu aux dieux pour le donner aux hommes, et donc Zeus, Jupiter en latin, Zeus réagit, punit donc les hommes en leur envoyant donc Pandore, la première femme, qui est présentée dans les textes mythologiques comme un beau mâle. C'est une apparence extérieure merveilleuse, elle est extrêmement belle extérieurement, et à l'intérieur, c'est tous les vices. Elle a un cœur de chienne à l'intérieur, et donc c'est un beau mâle. Belle extérieurement, mâle à l'intérieur. Et donc, ce sont ces stéréotypes genrés qui sont envoyés donc, par les hommes aux femmes. Mais ces stéréotypes genrés, on voit que dans la pièce, les femmes les utilisent elles-mêmes. Elles se considèrent comme par nature vouées au foyer. Elles ne sortent là que en raison de la guerre, mais elles ne veulent pas changer leur fonction à l'intérieur de la cité, et elles développent toute leur séduction selon elles montrent qu'elles aussi ne pensent qu'au cul, elles ne résistent pas à la grève qu'elles ont votée, et donc on voit bien que les femmes elles-mêmes ont intériorisé les stéréotypes genrés donc, que les hommes leur jettent. Donc c'est une véritable guerre des sexes où on s'échange donc tous ces stéréotypes et où les femmes elles-mêmes se servent de ces stéréotypes. Et au fond de cette grande peur des hommes, il y a la peur des Amazones. Les Amazones, dans la mythologie grecque, ou dans l'histoire grecque, ce sont ces peuples de femmes constitués du côté de la mer Noire, du côté de la Scythie, et qui auraient été caractérisés par le fait que les femmes sont dominantes par rapport aux hommes. Donc les femmes sont des guerrières, ce sont elles qui font la guerre, et on racontait à Athènes que ces femmes guerrières avaient un jour, dans des temps mythiques, envahi l'acropole pour venir reprendre leur reine Antiope qu'avait enlevée le fondateur d'Athènes, Thésée. Heureusement, les Athéniens avaient réussi à chasser ces Amazones, à l'emporter sur ces Amazones. Mais les Amazones représentent pour les Athéniens la barbarie, la sauvagerie, alors qu'eux représentent la civilisation. Et donc, se représenter comme vainqueur des Amazones, c'est représenter la victoire de la civilisation sur la sauvagerie, représentée par ces femmes exotiques et guerrières, ce monde à l'envers. Et donc, ce que représentent les Amazones, c'est d'une part ces femmes guerrières, et d'autre part ces sociétés où l'ordre des choses est totalement inversé, où ce sont les femmes qui dirigent les affaires de la société, en réduisant les hommes à la procréation dans certains récits, dans d'autres récits en les tuant eux-mêmes. Les femmes s'unissent à des hommes d'autres tribus, etc., mais elles vivent seules. Enfin, il y a divers récits concernant les Amazones, mais ce sont des récits donc, qui vont tous dans le sens de la réduction des hommes donc, à un rôle secondaire, donc à un rôle superflu. Ils n'ont qu'un rôle de procréation, en quelque sorte, dans ces sociétés. Et donc, ce que craignent ces Athéniens, visiblement, c'est que s'ils cèdent dans le cas présent, c'en est fini d'eux. Si les femmes l'emportent cette fois-ci, elles risquent de l'emporter pour toujours dans cette guerre des sexes. Ça réveille également aussi tous les fantasmes des hommes. Le moindre pouvoir féminin leur apparaît comme dangereux. Donc c'est à la fois des fantasmes et des projections de l'avenir de la cité, d'une cité qui serait dirigée par des femmes, alors qu'on en est loin dans la réalité qui est évoquée dans le texte. Mais ce sont toutes ces peurs donc, qui sont réveillées là. Mais, et j'en termine donc par ce développement,
Ce que je voudrais montrer, c'est que, contrairement aux interprétations qui sont le plus souvent données de cette pièce, la pièce ne présente absolument pas une victoire des femmes dans cette guerre dont les hommes ont si peur, comme je viens de le montrer. Les femmes remportent apparemment la victoire dans la pièce, dans la mesure où, alors que le début de la pièce représente la naissance du désordre, la cité est cul par-dessus tête avec cette sortie des femmes, à la fin, tout rentre dans l'ordre. L'ordre est ramené, c'est l'ordre que voulaient les femmes. Aussi bien Lysistrata que les magistrats athéniens évoquent ce retour à l'ordre. Chacune va retrouver son homme et sa maison, dit Lysistrata, chacun de vous reprendra sa femme et s'en ira, dit Lysistrata. Et le magistrat athénien dit de la même manière que le mari se tienne près de sa femme, la femme près de son mari. Donc on voit que la circulation des sexes est rétablie, la paix est établie, les femmes ont obtenu ce qu'elles voulaient, la paix est rétablie, donc l'ordre revient, les femmes semblent l'avoir emporté, le mariage est revenu et reconstitué, tout rentre dans l'ordre, la cité était paralysée, tout se remet en route, on revient à la vie, c'était la mort dans la cité, on revient à la vie, et donc c'est comme cela que se termine normalement la comédie, par le retour donc de la vie. Donc c'est la réconciliation des sexes, c'est la réconciliation des peuples ennemis, et tout se termine dans la célébration de la paix, par un banquet, par des danses, par des chants de joie. Donc les femmes semblent bien l'avoir emporté, la vie semble bien l'avoir emporté. C'est ce qu'un critique qui était professeur à Aix à un moment, Charles Moron, appelait la fantaisie de triomphe que l'on voit à l'œuvre dans les comédies, à la fin, ceux ou celles qui ne sont rien dans la réalité triomphent pour un petit moment. Les esclaves, les femmes qui ne sont rien dans la réalité l'emportent, semblent l'emporter, en tout cas dans le cas présent, pour un moment, mais pour un moment seulement. Parce que si l'on y regarde de près, et il faut aller plus loin, il ne faut pas s'arrêter là, et c'est là que s'arrêtent la plupart des interprètes, et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a de l'émancipation féminine, etc. Les femmes finalement gagnent dans Lysistrata, et donc quand on fait ça, on oublie la toute fin de la pièce. Si l'on regarde un peu plus loin, on s'aperçoit, si l'on pousse un peu l'analyse, que la réconciliation est obtenue par Lysistrata d'une manière extrêmement douteuse du point de vue de l'émancipation des femmes, puisque l'accord entre les Athéniens et les Spartiates est obtenu par l'exhibition sur la scène d'une femme nue, du corps d'une femme nue, qui est considérée comme l'allégorie, on l'appelle réconciliation, cette femme, et elle est considérée comme l'allégorie de la carte de la Grèce. Et les Athéniens et les Spartiates vont se partager les morceaux du corps de cette femme nue pour sceller leur accord. Et les négociations vont vite parce que d'un côté et de l'autre, on a hâte de jouir du corps de cette femme. Et donc on est dans l'érotique, on est totalement dans l'érotique et pas dans la politique. Lysistrata apparaît comme une espèce d'entremetteuse, de courtisane qui livrerait le corps. Alors on ne sait pas comment ce corps était représenté. Est-ce que c'était un mannequin? Est-ce que c'était une prostituée qu'on exhibait sur scène? Enfin, les critiques ont cherché des hypothèses, mais on ne sait pas exactement comment cela se passait. En tout cas, peu importe. Enfin, c'est que ce corps de la femme nue, c'est le moyen donc de la réconciliation entre les hommes et les peuples à l'intérieur, dans cette fin. Lysistrata tient à ce moment-là un grand discours sur la réconciliation des Grecs. Au lieu de vous battre entre vous, dit-elle, unissez-vous contre les barbares. Et donc les interprètes qui pensent que les femmes l'emportent mettent l'accent sur ce discours panhellénique. Mais quand on regarde de près le texte, on s'aperçoit que ce discours, ce beau discours de l'union des Grecs, personne ne l'écoute. Un des participants dit
beaucoup plus préoccupé par le corps de la femme nue qu'il voit là que par le discours de Lysistrata. Mais ce cul, quelle merveille, il n'y a pas de mots. Hein, et donc, tout le monde est beaucoup plus intéressé par le cul de réconciliation que par le beau discours de Lysistrata. Lysistrata quitte ensuite la scène sans aucune apothéose. Hein, normalement, dans une comédie, le héros comique qui l'a emporté connaît une apothéose, hein, une glorification. Rien du tout. Elle disparaît et les femmes sont complètement absentes des 130 derniers vers de la pièce. Le chœur final est uniquement un chœur masculin. Normalement, dans la comédie grecque, le chœur qui était là au début, on doit le retrouver à la fin. Or, le chœur du début, c'est un demi-chœur d'hommes et un demi-chœur de femmes. Donc, à la fin, on devrait avoir normalement une réconciliation entre ce demi-chœur d'hommes et ce demi-chœur de femmes. Or, de manière exceptionnelle, ce chœur-là, d'hommes et de femmes, est remplacé par un chœur uniquement masculin. Les femmes ont disparu de la scène dans cette fin. D'où ma conclusion, c'est que les véritables sujets de la pièce, ce ne sont pas, comme on le dit, les femmes. Ce n'est pas de l'émancipation féminine qu'il est question dans la pièce. Ce n'est pas des solutions utopiques, des valeurs que pourraient apporter les femmes, contrairement aux hommes, pour résoudre les problèmes de la cité. Ce dont il est question dans Lysistrata, c'est des hommes. Et c'est eux qui l'emportent à la fin. Les femmes sont retournées dans leur foyer. On est là dans l'ordre de ce qu'un critique, Michael Bakhtin, appelle le carnavalesque. Hein, c'est comme le carnaval. Lors du carnaval, on met tout cul par-dessus tête. Ou bien dans la Rome antique, il y avait cette fête que l'on appelait en décembre les Saturnales, où les esclaves devenaient les maîtres les esclaves. Mais pour un jour. Après, tout rentrait dans l'ordre. Et donc là, c'est la même chose. Hein, les femmes l'ont emporté par leur action un moment, mais tout rentre dans l'ordre. Hein. Rien n'a bougé, tout revient comme avant. Hein. Les hommes ont repris donc les choses en main, ont repris le pouvoir. Ça n'est qu'une parenthèse hein, dans l'histoire de la cité. Mais en tout cas, ça n'est pas de l'émancipation des femmes qu'il s'agit, et les femmes ne sont pas des sujets d'émancipation. Les femmes sont simplement ici un moyen comique, comme on peut se servir des persans, ou on peut se servir de je ne sais quoi pour faire du bon sauvage, hein, pour faire la satire de la société. On se sert ici des femmes pour faire la satire de l'esprit belliqueux de la cité. Hein, mais ça n'a aucune incidence sur le fond. On ne croit pas que les femmes peuvent apporter quelque chose donc, à la cité, qu'elles représenteraient des valeurs pouvant apporter quelque chose donc, à la cité. Donc, ça n'est pas une pièce féministe, hein, c'est une pièce où les femmes ne jouent qu'un rôle, ne sont que des moyens comiques hein, pour marquer ce qui est en réalité le triomphe des hommes hein, à l'intérieur du texte. Il y a des analystes, heureusement, qui vont dans ce sens-là. Hein, j'ai lu récemment un livre de Mary Baird, qui est une Anglaise, qui a écrit un ouvrage sur les femmes et le pouvoir, qui développe ce que je viens d'essayer, enfin, qui évoque de manière très succincte, mais qui va dans le sens de ce que je viens de dire, à savoir donc ce triomphe donc des hommes et non pas des femmes. Mais j'ai trouvé aussi en préparant cet exposé, cette conférence, des interprétations qui sont complètement à contresens. Par exemple, j'ai trouvé un magazine Idées libres, qui est un magazine de la libre pensée, mais bon, je veux bien qu'on pense libre, mais il faudrait penser juste. Donc sur les femmes et la guerre,
où on se contente de résumer la pièce, et il y a une phrase de conclusion à contresens: Lysistrata est une belle figure de femme qui n'hésite pas à transformer en force les faiblesses supposées des femmes. Donc on laisse supposer que les femmes l'emportent. Bon, une interprétation à contresens. J'ai trouvé une conférence sur l'histoire du féminisme de l'IRESMO, qui est l'Institut de recherche, d'études et de formation sur le syndicalisme et les mouvements sociaux, du 10 décembre 2011, où je trouve ceci. Aristophane met en scène une action collective de femmes à travers une grève du sexe organisée pour protester contre la guerre. Rappelons également les émeutes pour le pain à la veille de la Révolution française, pendant lesquelles une marche des femmes vers Versailles conduisit la famille royale à rejoindre Paris. Alors là, il y a quand même une connexion logique qui a sauté dans l'esprit de celui qui écrit ça, dans la mesure où sont mis là sur le même plan une fiction théâtrale, la pièce d'Aristophane, et puis un événement historique, les émeutes pour le pain. Et on met ça sur le même plan. Alors là, j'ai du mal à comprendre. Et d'autre part, donc, ce que dit cette phrase donc, va à contresens donc, de la réalité. Et c'est le cas pour toutes les mises en scène. Souvent, on légitime les mises en scène actuelles de Lysistrata, donc en faisant passer la pièce pour féministe, quoi. Ça permet de la faire jouer en disant « voyez, c'est déjà du féminisme ». Ça me paraît complètement à contresens, donc, comme je viens d'essayer de le montrer. J'en viens à l'autre pièce, l'Assemblée des femmes. Donc c'est la pièce dont parle Elisabeth Badinter. Donc la pièce, j'en fais un résumé d'abord. La pièce se déroule donc toujours à Athènes, sur une petite place puis dans une rue. Alors qu'il fait encore nuit, une Athénienne, Praxagora, dont le nom est au tableau, qui est l'épouse de Blépiros, sort de chez elle revêtue des vêtements de son mari. Et elle a donné rendez-vous là à d'autres femmes qui ont toutes également revêtu les vêtements de leur mari, parce que leur projet, c'est de se rendre à l'Assemblée déguisés en hommes pour faire décréter la mesure que le pouvoir appartient désormais aux hommes. Avant de se rendre à l'Assemblée, toutes ces femmes répètent les discours qu'elles vont faire à l'Assemblée pour amener l'Assemblée à prendre cette décision que ce sont désormais les femmes qui gouvernent Athènes. Lorsque les hommes se réveillent, ils ne trouvent plus leurs vêtements et donc ils sont obligés de revêtir les vêtements de leurs femmes. Alors ils sont très furieux et donc on retrouve dans la rue ces hommes donc, avec les vêtements de leurs femmes sur le dos. Ils se demandent ce qui se passe, mais un des hommes, Crémès, revient de l'Assemblée. Et il leur dit donc qu'une assemblée, un petit groupe de citoyens au teint blanc, qu'on ne connaissait pas, venus d'on ne sait où, a fait voter une mesure révolutionnaire qui attribue désormais le pouvoir donc aux femmes. Un peu plus tard, le chœur des femmes qui a repris la forme féminine, elles ont abandonné, en quittant l'Assemblée, elles ont abandonné leur déguisement masculin. Donc ces femmes reviennent de l'Assemblée et Praxagora, donc, qui est la meneuse, expose donc à son mari et aux autres hommes qui sont là et du même coup au public ce qui s'est passé à l'Assemblée. Donc les femmes ont pris le pouvoir et elles ont pris deux mesures qui vont dans le sens du communisme. Elles ont décrété le communisme des biens et le communisme des femmes et des enfants. Un des Athéniens, Crémès, met immédiatement en application la loi sur la communauté des biens, donc c'est l'abolition de la propriété privée, et donc il sort de chez lui tous les ustensiles de cuisine qu'il avait, donc il les met sur la place publique. Désormais ces ustensiles donc, appartiennent donc à tout le monde. Il le fait sous les railleries d'un voisin anonyme qui se montre réticent dans l'application de cette mesure,
et donc lui dit je vais attendre de voir ce que les autres font pour voir si tout le monde applique cette mesure, mais lorsqu'on appelle à participer à un banquet public, ce citoyen qui était réticent à sortir ses biens dans la rue se précipite le premier donc à ce banquet qui est offert gratuitement à la collectivité, et Crémès donc est extrêmement en colère donc de voir ce que la conduite donc de ce citoyen. Un peu plus tard, dans une rue d'Athènes, on assiste à un violent et long conflit entre d'abord une vieille femme laide et une jeune fille très belle qui se disputent le même jeune homme. Mais la règle, pour que les choses soient égales pour tout le monde, pour que tous les hommes ne se précipitent pas, puisque les femmes sont offertes désormais à tous, pour que tous les hommes ne se précipitent pas uniquement sur les belles et jolies jeunes filles, a été décrétée la règle que les vieux et les vieilles avaient la priorité. Pour accéder aux jeunes filles, il faut d'abord passer par les vieilles et laides. Et donc, c'est ce qui établit l'égalité donc, entre tout le monde, hein, c'est vrai pour les hommes et pour les femmes. Et donc, on assiste à un conflit entre la jeune et la vieille pour ce beau jeune homme, lorsque deux vieilles, plus vieilles encore et plus laides, arrivent et entraînent finalement, puisqu'elles ont la priorité sur la laide, elles sont encore plus vieilles et encore plus laides, donc elles entraînent finalement donc, le beau jeune homme. Et la pièce se termine par un cortège qui entraîne tout le monde dans des chants, des danses. Tout le monde est appelé à aller faire bombance au banquet collectif. Alors, on est là dans une comédie donc, qui abolit d'un coup le pouvoir masculin en établissant le communisme des biens, des femmes et des enfants, c'est-à-dire en abolissant la propriété et le mariage. C'est toute la cité grecque qui, dans sa structure, cette fois-ci, se trouve complètement bouleversée. Ça va bien au-delà de Lysistrata. Lysistrata, c'était une simple affaire de guerre et de paix, une circonstance particulière, alors que là, il s'agit de la structure de la cité. C'est la cité donc, qui est complètement renversée dans ses fondements. Alors apparemment, là encore, et c'est ce que font beaucoup de critiques, on interprète l'entreprise des femmes comme remportant le succès. Les femmes prennent le pouvoir et l'emportent. Et donc je voudrais montrer qu'il n'en est rien, que là encore, on est dans une utopie comique et que les femmes servent pour Aristophane, qui est un conservateur, un traditionnaliste, à faire la satire des tendances qu'il juge mauvaises à l'intérieur de la démocratie, et en particulier la volonté de la démocratie d'établir l'égalité entre les citoyens. Mais l'égalité pour un conservateur, c'est déjà trop égalitariste. Et donc ce que montre Aristophane, c'est qu'il y a à l'intérieur de la démocratie de l'égalitarisme en puissance, et ce qu'il dénonce par le moyen des femmes. Et donc là encore, l'utopie ne sert pas à inventer un autre monde, une autre cité possible. Les femmes servent de moyen comique à la démonstration donc de ces insuffisances, de ces défauts majeurs de la démocratie aux yeux d'un conservateur comme d'un traditionnaliste comme Aristophane. Alors le pouvoir des femmes qui est établi dans l'Assemblée des femmes donc va beaucoup plus loin donc, que dans Lysistrata. Il est justifié, ce pouvoir des femmes, par la décadence irrémédiable dans laquelle s'est engagée la cité. Tout va mal dans la cité, disent les femmes, et donc
sont considérés comme responsables les hommes politiques. Il n'y a plus d'hommes politiques, ce sont tous des incapables, ce sont tous des minables, dit Praxagora. Ils ont accumulé les décisions désastreuses et mené la cité donc à la ruine. Mais le peuple dans son entier, le peuple au sens athénien, c'est-à-dire uniquement les hommes, est responsable tout autant que les hommes politiques. C'est vous, peuple, qui êtes responsable de tout cela, dit Praxagora. Donc c'est la faillite totale des hommes politiques et des gens du peuple qui sont à l'origine donc des maux de la cité que les femmes donc veulent rétablir en établissant donc une véritable gynécocratie, c'est-à-dire un pouvoir des femmes. Les femmes prennent la place des hommes cette fois-ci. Bon, l'arrivée des femmes est présentée comme l'unique moyen de salut par les femmes. C'est aux mains des femmes, vous m'entendez, qu'il faut confier l'État, dit Praxagora. D'autant que le gouvernement des femmes reste chez un peuple qui est aussi amateur d'innovation que les Athéniens, la seule chose qu'on n'ait jamais tentée. Et donc il faut le faire, disent les femmes. Les Athéniens avaient la réputation d'être des amateurs du changement, ils veulent toujours innover. Et donc on ne l'a jamais fait, faisons-le, disent les femmes. Donc elles vont dans le sens du caractère qui est attribué donc habituellement aux Athéniens. Pour bien comprendre le caractère subversif de l'établissement de cette gynécocratie, il faut se souvenir des fameuses formules d'Aristote un peu postérieures à Aristophane. Aristote, dans le traité Le Politique, dit « L'homme est par nature plus apte à commander que la femme », ou encore « La relation du mâle à la femelle est par nature celle de supérieur à inférieur et de gouvernant à gouverné ». Donc on voit là l'expression de la pensée d'Aristote et de la pensée dominante grecque, et donc on voit combien c'est subversif dans la pièce d'Aristophane. Donc la gynécocratie établit ce monde à l'envers que le théâtre ici manifeste de manière visible, puisque les rôles sont complètement renversés. On voit des femmes déguisées en hommes et des hommes déguisés en femmes, et que ces déguisements sont manifestes. Personne ne prend ces déguisements au sérieux. Les femmes, quand elles reviennent de l'Assemblée, enlèvent leur déguisement. Donc on voit bien que qu'elle s'est déguisée simplement pour aller à l'Assemblée. Donc le théâtre rend visible le caractère grossier de ce travestissement qui est utilisé. On ne peut pas le prendre au sérieux, ce travestissement. On le voit fonctionner au théâtre. Les hommes qui ont mis les souliers de femmes n'arrivent pas à marcher naturellement, et les femmes donc ont mis des barbes postiches. Elles arrivent à l'Assemblée avec leurs barbes postiches à la main et elles se mettent les barbes postiches. Elles se sont fait haler la peau parce qu'à Athènes, donc c'était la peau blanche qui faisait la beauté. Donc pour ressembler à des hommes, elles se sont mises au soleil, elles prennent le manteau des hommes, les souliers des hommes, mais tout cela donc est montré manifestement sur la scène, donc on le voit en tant que déguisement, il ne peut pas y avoir donc d'ambiguïté. Les femmes ont été obligées d'utiliser la ruse pour se rendre à l'Assemblée, dans la mesure donc où dans la mesure donc où il faut être des hommes pour apparaître à l'Assemblée et pour pouvoir imposer des décisions donc à l'Assemblée. Donc c'est pour cela qu'elles ont utilisé donc cette ruse. Alors, comme dans Lysistrata, ce que je voudrais montrer, c'est qu'il s'agit bien d'une utopie comique qui fonctionne comme telle et non pas du tout d'une réflexion sur une émancipation féminine potentielle. L'innovation du pouvoir des femmes est présentée comme se mettant en place parce que ça ne s'est jamais fait. Mais par ailleurs, ce que disent ces femmes, c'est que l'innovation est mauvaise. Et donc, on ne peut pas prendre au sérieux ce qui est dit, dans la mesure où ça reviendrait à
soigner le mal par le pire, en faisant pire. Les femmes disent les innovations c'est mal, nous allons prendre le pouvoir parce que ça ne s'est jamais fait, et donc si l'innovation c'est mal, l'initiative des femmes est mal. Et donc c'est incohérent comme à prendre au sérieux. Donc on voit qu'il s'agit à l'évidence de quelque chose donc de comique. De même, dans la pièce, ce qui est reproché aux hommes, c'est d'être aussi bien aux hommes politiques qu'aux hommes, c'est d'être des efféminés. Alors, si être efféminé, c'est-à-dire s'épiler, avoir le teint blanc, et puis parler à la tribune en imitant le papotage des femmes, parce que les femmes papotent, et donc les hommes politiques sont accusés maintenant de papoter, ils ne savent plus tenir de vrais discours. Et donc, si être efféminé n'est pas bien, bon, prendre le pouvoir pour des femmes ne peut pas être bien. Non, c'est encore pire. Donc on voit bien que là non plus, ça ne fonctionne pas. Ça n'est pas logique et ça ne peut pas donc être pris au sérieux. L'échange des rôles se révèle impossible et ne fait jamais donc illusion. Bon, la politique des femmes essaie cependant de s'affirmer de manière donc sérieuse, rhétorique, et c'est une politique qui s'appuie sur la nature des femmes. Les femmes disent par nature, nous sommes aptes, légitimes à commander. On retrouve l'argument qu'on avait vu dans Lysistrata, nous nous occupons de l'intendance de la maison, nous sommes capables de nous occuper de l'intendance de la cité. La cité, ça n'est jamais qu'une grande maison. Et donc, le fait que Crémès, par exemple, sorte ses instruments de cuisine dans la rue, montre bien que la rue devient une immense cuisine. L'extérieur est la reproduction de l'intérieur. Donc, les femmes vont gérer le trésor public comme elles gèrent le budget de la maison. Parce que la politique, ça n'est que de l'intendance. Deuxième argument des femmes, les femmes et le conservatisme, ce qui est incohérent par rapport à l'argument évoqué tout à l'heure, mais c'est l'argument qu'elles développent. Les hommes innovent en permanence, et c'est pour ça que la cité va à la catastrophe. Les femmes revendiquent, elles, de tout faire comme avant, selon la mode d'autrefois, comme on l'a fait dans le passé. La cité va mal, on court à la décadence, il faut arrêter, il faut regarder dans le rétroviseur et il faut refaire ce qu'on faisait dans le passé au lieu de courir vers l'avant. Donc les femmes s'opposent par nature donc au mouvement, à la fuite en avant incessante donc des hommes. Et enfin, dernier argument des femmes, il faut nous confier le pouvoir parce que nous représentons les intérêts du ventre. Nous sommes le ventre. Dans la réalité, nous sommes des mères nourricières. Nous conservons les biens et nous conservons les êtres. Nous nous occupons des hommes, nous nous occupons des enfants. Et par conséquent, donc, la politique étant nourriture, la politique étant uniquement matérielle, étant uniquement ventre, nous serons les mieux à même de faire fonctionner donc cette cité devenue ventre. Il y a dans la pièce une scène qui choque beaucoup aujourd'hui, mais qui est caractéristique de ce que je viens de dire. On voit pendant que se tient l'Assemblée des femmes, on voit un citoyen sur scène déféquer. Et donc, on se demande souvent, enfin les critiques se demandent souvent ce que ça peut vouloir dire, mais ça dit quelque chose de très fort, c'est que le citoyen est devenu désormais un ventre. Il mange et il défèque, il rejette sa nourriture. C'est devenu un animal, un pur animal. Ça n'est plus un animal politique. Il est devenu un pur ventre. Et donc les femmes représentent donc cette politique du ventre. Et donc deuxième lecture, c'est son programme qu'expose Lysistrata. Lysistrata vient d'énumérer toutes les bêtises, Praxagora vient d'énumérer toutes les bêtises, vous suivez bien, c'est bien,
Praxagora vient d'énumérer toutes les bêtises faites par les hommes et elle énonce donc le programme qu'elle va mettre en place. Et de tout ça, c'est vous autres, peuple d'Athènes, qui êtes responsables. Vous drainez les fonds publics sur vos allocations et vous n'avez Dieu chacun que pour votre profit particulier. Et l'État, lui, il chaloupe comme un chien boiteux. Mais si vous m'en croyez, vous vous en tirerez encore. C'est aux mains des femmes, vous m'entendez, qu'il nous faut confier l'État. Après tout, c'est bien à elles que nous donnons l'emploi, dans nos ménages, d'avoir la haute main sur la gestion. Elles savent mieux se conduire que vous, et je vais le prouver. Pour commencer, elles essorent leur laine à l'eau tiède, selon l'antique usage, toutes tant qu'elles sont. On ne les voit pas risquer des innovations. Et ce qu'il pourrait y avoir qui marche bien à Athènes, ne serait-ce pas le salut pour la cité que de ne pas s'évertuer à fabriquer de l'inédit pour le changer? Elles s'accroupissent devant leur grille comme dans le temps. Elles portent les fardeaux sur la tête comme dans le temps. Elles célèbrent les thesmophories comme dans le temps. Elles font cuire leurs gâteaux comme dans le temps. Elles font la vie intenable à leur mari comme dans le temps. Elles ont des amants chez elles comme dans le temps. Elles s'achètent des friandises en cachette comme dans le temps. Elles aiment le vin bien corsé comme dans le temps. Elles ont plaisir à se faire tisonner comme dans le temps. Allons, messieurs, remettons l'État entre leurs mains à elles. Inutile de palabrer et de nous demander ce qu'elles vont faire. Laissons-leur tout bonnement le pouvoir. Songeons seulement qu'elles ont des fils et que, primo, leur grand désir sera de ménager la vie de nos soldats. Secundo, pour les vivres, qui mieux qu'une mère de famille en hâterait l'acheminement? Pour faire venir l'argent, il n'y a pas plus ingénieux qu'une femme. Si elle est au pouvoir, elle ne se laissera jamais flouer. C'est elle plutôt qui s'y connaissent pour flouer les autres. Je n'en dirai pas plus. Si vous suivez la vie que je vous donne, quelle heureuse existence vous allez couler. Alors, on vient de voir Lysistrata, donc Praxagora. On vient de voir Praxagora exposer son programme. Bon, ce programme de Praxagora est totalement illusoire. On a remarqué que dans la pièce, l'Assemblée des femmes, qui donne son titre à la pièce, on ne la voit pas. L'Assemblée des femmes, on la prépare, on la voit se préparer, les femmes répètent les discours qu'elles vont tenir, Crémès fait le rapport de ce qu'il a vu à l'Assemblée des femmes, et les femmes exposent ce qui s'est passé à l'Assemblée à leur retour. Et donc, on n'a jamais le spectacle de l'Assemblée des femmes, peut-être parce que ce spectacle est impossible, c'est une utopie impossible à mettre en place à Athènes. On ne peut pas la montrer à Athènes. Donc on ne la voit pas, cette assemblée des femmes qui donne son titre à la pièce. La politique au féminin, telle qu'elle vient d'être définie dans le passage que vous venez d'entendre, qui réduit la politique à la gestion de la maison. C'est la réduction de la politique au degré zéro. À aucun moment, il n'est question de la relation de la cité avec les dieux, ce qui est essentiel dans la cité antique. On ne fait rien sur le plan politique à Athènes ou à Rome sans référer aux dieux, sans demander leur avis aux dieux. Il n'en est jamais question chez les femmes. La relation de la cité aux dieux n'existe pas.
la relation de la cité aux autres cités n'existe pas non plus. Tout se passe dans l'Assemblée des femmes comme si Athènes était devenue une cité totalement fermée sur elle-même. Le monde extérieur n'existe plus. On vit en vase clos. On est dans une espèce d'île. Et donc, c'est la négation de la politique extérieure, de la relation de la cité aux autres cités qui était essentielle dans le monde grec. Donc, on voit que la politique qui apparaît dans la pièce comme étant donné la politique des femmes, c'est en fait une non-politique. C'est une politique qui réduit les choses donc au niveau donc du matériel, au niveau de la gestion. On voit que l'agora, par exemple, qui est la place donc, où les citoyens discutent, l'agora devient un lieu où l'on mange dans l'assemblée des femmes. C'est le lieu des banquets. La tribune où les orateurs viennent s'adresser au peuple, ça devient une espèce de bar où l'on entrepose les cruches, les jarres dans lesquels on distribue l'eau ou le vin. Et donc, on voit que l'espace extérieur, l'espace de la politique disparaît pour laisser la place donc, à un espace qui serait un espace donc, de la pure matérialité, du pur ventre. Le citoyen n'existe plus en tant que source donc, de réflexion ou de décision politique. Alors, les décisions prises par les femmes, donc c'est le communisme des biens d'abord, et puis ensuite le communisme des femmes et des enfants. Et donc ce que je voudrais montrer, c'est que ces décisions sont évoquées dans le texte, non pas comme des états politiques qui seraient des utopies grâce auxquelles la cité athénienne pourrait se guérir, mais ce sont des mesures qui aboutissent à de l'absurde et qui sont développées dans le texte pour montrer qu'à l'intérieur de la cité démocratique, il y a des tendances mauvaises qui conduisent, si on les poussait à l'extrême, qui conduisent la cité à une situation pire encore. Donc c'est une critique de la démocratie à quoi l'on assiste dans le texte. Alors, la communauté des biens, tout d'abord. Bon, donc c'est la communauté de tous les biens, c'est-à-dire la communauté de la terre, de l'argent, de tous les avoirs personnels. Tout cela donc devient commun à l'intérieur de la cité. Bon, en apparence, c'est une mesure positive, puisque, comme l'expliquent les Praxagora, c'est un moyen d'éradiquer la pauvreté. On a des échos de ce qui se passe actuellement. Praxagora dit ce qui désunit la cité, c'est qu'il y a des pauvres, et les pauvres envient les riches, ont la haine des riches, contestent les riches en justice, dénoncent les riches, etc. Et donc ça jette le désordre dans la cité. Et donc éradiquer la pauvreté et l'indigence, c'est un moyen d'établir l'unité donc de la cité. Ce sera aussi, dit Praxagora, le moyen de remédier à l'individualisme. Là où c'est le règne des intérêts privés, il n'y aura plus que l'intérêt commun, puisqu'il n'y aura plus d'intérêt particulier à l'intérieur donc de la cité. Dans l'Athènes réelle, on avait été obligé d'introduire une indemnité de participation aux assemblées ou aux tribunaux parce que les Athéniens ne voulaient pas aller passer leur temps à siéger dans les tribunaux ou les assemblées. Et donc on avait créé une indemnité de présence qu'on allait toucher, et donc des règles avaient été établies. Donc on voit bien qu'il n'y a que l'intérêt particulier qui compte et qu'on néglige l'intérêt commun. Et donc ça serait un moyen donc puisqu'on peut jouir de tout, on a accès à toute la nourriture, on a accès à tous les biens, il n'y a plus d'intérêt privé et par conséquent, donc, la cité va être réunifiée. Donc, en apparence, donc,
il y aurait des aspects positifs donc, à cette mesure. Mais ce que montre le texte, c'est qu'en réalité, il n'en est rien et qu'on aboutit donc, dans un passage à la limite, à un égalitarisme à travers ces mesures, à la démonstration que l'égalité, ça n'est en fait que de l'égalitarisme en puissance et que tout cela donc conduit à des situations absurdes. Alors, il y avait dans la cité athénienne réelle un système de redistribution des richesses. Il y avait des pensions pour les indigents, pour les handicapés, il y avait une caisse des spectacles pour permettre à tous les citoyens pauvres d'aller au spectacle, il y avait des contributions financières que payaient les très riches pour les spectacles, ou pour, quand il y avait des situations de guerre, pour fabriquer des bateaux, etc. Donc, il y avait tout un système donc, d'impôts qui permettait donc d'établir une espèce de répartition meilleure des richesses. Et c'est cela précisément qui est critiqué par Aristophane. Le communisme, c'est ces mesures-là poussées à l'extrême. Ce que montre Aristophane, qui est un conservateur, c'est que c'est trop. Il y a une redistribution qui est excessive des richesses, et que la démocratie file un mauvais coton en travaillant l'égalité, que ça conduit forcément au communisme, et ça conduit donc à une société qu'il juge donc mauvaise. Il y a des tendances mauvaises à l'œuvre donc dans ces mesures d'égalité. Autre conséquence à quoi aboutit ce communisme, c'est l'envahissement du domestique. Il n'y a plus de distinction entre le privé et le public, comme le montre le fait que toute la cuisine, tous les instruments de cuisine se retrouvent dans la rue. Praxagora dit que tout le monde pourra circuler chez tout le monde. Donc tout est ouvert. On est dans une société qui devient transparente, où il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de privé, il n'y a plus de seuil privé. On peut circuler donc partout, entrer partout, communiquer partout, etc. Donc on entre dans une société qui, aux yeux du conservateur Aristophane, apparaît donc naturellement comme horrible donc, à vivre. Enfin, derrière ce communisme des biens, derrière cette euphorie apparente où tout le monde donc aurait tout, jouirait de tout, etc., il y a en réalité, montre le texte, un chaos total. On semble être dans la félicité générale, dans l'euphorie générale. Praxagora énonce des formules comme « tout le monde mettra tout en commun »,« tout le monde aura tout »,« nous fournirons tout en abondance à tout le monde ». Et donc, on voit que la communauté des citoyens devient là une communauté de consommateurs et de jouisseurs passifs. Ils n'ont plus rien à faire, ils disposent de tout, ils jouissent de tout, et donc on entre là dans une société du bonheur total qui semblerait donc parfaite. Les esclaves faisant le travail, bien entendu, les citoyens athéniens jouiraient du bonheur parfait. Sauf que quand on regarde le texte de près, on s'aperçoit que derrière cette euphorie se dessinent en permanence des images du chaos le plus total. Dans les festins qui sont évoqués vont dans un ordre grandissant d'euphorie et de luxe et de chaos. On parle au début de festins qui sont des festins dans lesquels il y aurait des mets frugaux. Et puis on passe ensuite, quand on continue à parler de ces banquets, à des banquets où on va se goinfrer. Et là, on est dans l'inverse du banquet grec. Le banquet grec, contrairement à ce que l'on pense quelquefois, c'est un banquet extrêmement réglementé. Il y a des règles extrêmement précises. C'est un sommet de civilisation, de culture, le banquet grec. Or là, ce ne sont pas des banquets à quoi on assiste, mais à des goinfreries. On s'empiffre et il n'y a plus de règles. Il n'y a plus d'harmonie et de convivialité comme dans le banquet grec, mais on s'installe une espèce de chaos donc de la société
dans la volonté donc d'avaler toutes ces victuailles qui ne sont plus des victuailles frugales à la fin, mais qui sont des victuailles de plus en plus nombreuses et de plus en plus mélangées et de plus en plus luxueuses. Et cela est montré dans le texte d'Aristophane par l'évocation par une servante d'un menu qui est énoncé en un seul mot, que j'ai épargné à mes lecteurs, hein, parce qu'ils m'auraient tué, un mot de 167 lettres, hein, donc, où se mélangent donc plusieurs mets, hein, qui montrent qu'on est dans le chaos le plus total, dans une goinfrerie et non plus dans la gustation, enfin, d'une nourriture raffinée, dans une ambiance raffinée, telle qu'elle se déroulait donc dans le banquet grec. Et même à la fin, et cela passe très souvent complètement à l'as dans les interprétations, il semble bien que tout cela soit de l'ordre de la promesse la plus totale. À la fin, on trouve dans la bouche d'une servante, elle s'adresse à Blépiros, cette phrase « Le dîner est préparé pour tous, tant qu'ils sont, s'ils rentrent chez eux ». C'est-à-dire que là, tout se passe comme si cette servante disait tout ça, ce ne sont que des mots, tous ces festins, ils n'existent pas parce qu'il n'y a rien à bouffer. Donc si vous voulez manger, vous, les spectateurs de théâtre, rentrez chez vous, vous allez manger. Mais ce monde imaginaire, hein, qui est présenté là n'existe pas. Hein, c'est du bluff, c'est de l'imagination. Hein, et donc, il semble bien que les spectateurs sont renvoyés à la réalité. Hein, tout cela, donc, n'existe pas. Hein, cette belle euphorie n'existe pas. De même pour le communisme des femmes et des enfants. Bon, en apparence, donc, ça peut avoir là aussi une apparence très, enfin une fonction très positive. Hein, le fait que le plaisir soit offert à tout le monde. Hein, lorsque Praxagora demande à Blépiros et à Crémès si son programme leur plaît, si son programme lui convient, ils répondent tous les deux tout à fait, hein, dans la mesure où ils vont jouir de toutes les femmes. Donc tout cela apparaît comme fantastique. La prostitution va disparaître, hein, puisque le sexe est gratuit et offert à tous, donc plus de prostitution. Le malheur, c'est que pour que les choses puissent fonctionner sur le plan sexuelle, pour que les femmes puissent être mises en commun, il faut établir cette règle qui va tourner à la tyrannie la plus abominable, puisque ça ne peut pas fonctionner si l'on n'établit pas cette règle selon laquelle pour les inégalités de nature doivent être réglées par la loi. Les vieux et les laids, les vieilles et les laides doivent bénéficier d'une loi pour pouvoir jouir, elles aussi, des beaux jeunes hommes ou des belles jeunes filles. Et donc, on aboutit dans le domaine naturel, le sexe, à la tyrannie de la loi qui écrase donc absolument tout. Donc, cette mise en commun des femmes donc, aboutit donc, à une absurdité totale, à l'écrasement sous la loi du fonctionnement de la nature. Il en va de même pour les enfants. Donc, ce que montre toute la grande scène où les vieilles disputent à la jeune fille, donc son fiancé, son beau jeune homme, donc vont dans ce sens-là. C'est une scène donc capitale, très longue, très insupportable d'une certaine manière, qui insiste donc sur cet aspect-là. Bon, de même pour les enfants, tout le monde couchant avec tout le monde, donc les enfants n'ont plus de père assuré, et par conséquent, donc, les distinctions, les pères sont inconnus. Et donc la société, donc ça peut avoir un aspect
positif, de jouissance commune donc des enfants, mais là aussi les maux, les défauts du système donc apparaissent à l'évidence. D'abord un défaut d'ordre social. Si les enfants ne savent plus qui est leur père, il n'y aura plus de respect des enfants pour leur père, et comme le dit le texte, les enfants risquent de tuer leur père ou, comme il le dit, de leur chier dessus, s'ils ne les tuent pas. Donc il n'y aura plus d'unité à l'intérieur de la société. Il n'y a guère de solution à l'intérieur de ce système. L'autre défaut majeur, c'est la possibilité de l'inceste. L'inceste, le risque de l'inceste sera partout. C'est d'ailleurs sur cette possibilité de l'inceste qu'insiste la jeune fille. Quand elle veut faire fuir la vieille, elle lui dit « mais attention, c'est peut-être ton fils ». Donc elle anticipe sur la situation puisque la loi n'est pas encore en jeu, mais la vieille pourrait lui répondre « mais attention, c'est peut-être ton frère ». Donc en anticipant elle aussi. Donc on voit que le système, donc là aussi, apparaît donc comme absurde. Et donc on voit que tout cela donc apparaît là encore comme une réflexion qui ne va pas dans le sens d'une réflexion de l'ordre de l'émancipation des femmes, mais d'une réflexion politique sur la mise en cause donc du système démocratique. Et donc cette interprétation va à l'encontre de ce que disait Elisabeth Badinter dans cette émission de Busnel à propos de l'Assemblée des femmes. Elisabeth Badinter disait ceci à propos de l'Assemblée des femmes: « On y retrouve la terminologie féministe pure et dure. À l'époque, on disait « les hommes politiques sont nuls, ils dépensent un argent fou, ils ne pensent qu'à la guerre ». Vous voyez que ce n'est pas d'aujourd'hui, hein. Ils ne pensent qu'à la guerre, à leur ambition personnelle, ils sont achetés, tandis que les femmes, elles, sont généreuses, maternelles, elles s'occupent des autres, elles sont habituées à gérer au plus juste leur foyer. Donc, ce n'est pas un discours féministe, à supposer que le féminisme puisse avoir un sens donc à l'époque. C'est en fait un discours, comme je l'ai montré, de conservatisme et de traditionnalisme politique chez Aristophane. La suite du discours de Badinter est tout aussi fausse. Badinter qui dit à propos des femmes, quand elles vont gérer l'État, ça va être un manifeste féministe avec un peu d'ironie, dit-elle. Il dit par exemple, naturellement les femmes auront priorité pour choisir les hommes de leur vie, et en priorité des priorités, les laides et les vieilles. C'est assez charmant, joli et prémonitoire. Seulement lui, contrairement à Fellini qui a fait La Cité des femmes, Aristophane a dit « De toute façon, il faudra bien négocier. Si les hommes ne peuvent se passer des femmes, les femmes ne peuvent se passer des hommes. » Bon, on peut prendre les mots un à un, c'est un tissu de contresens sur la pièce d'Aristophane. Il n'y a pas de priorité des femmes dans la pièce d'Aristophane, puisque les hommes et les femmes sont soumis à la même règle. Il ne s'agit pas de choisir l'homme de sa vie, il s'agit de pur sexe dans le texte d'Aristophane. Ce que Badinter trouve charmant et joli, ça ressemble beaucoup à l'horreur d'une tyrannie pour ce qui est du fonctionnement sexuel, comme le montre la scène des trois vieilles et de la jeune fille. Et la leçon finale énoncée par Badinter, c'est une banalité qui exprime le féminisme modéré de Badinter, qui lui est reproché par beaucoup de féministes, mais qui est en tout cas pas du tout ce qui est démontré dans la pièce d'Aristophane. Donc dans le discours de Badinter, tout est faux, tout est faux, tout est à contresens par rapport donc à la pièce d'Aristophane. Si ce problème de la prise de pouvoir par les femmes dans des textes de dimension utopique vous intéresse, je vous signale deux romans qui sont extrêmement intéressants. Le roman de Robert Merle, dont le nom est au tableau, intitulé « Les hommes protégés », qui est un roman de 1974, et un autre roman de Naomi Alderman, « Le pouvoir »,
qui est un roman paru en 2016, mais qui a été traduit en France en 2018. Le roman de Robert Merle, Les Hommes protégés, est un roman qui raconte une épidémie d'encéphalite 16 qui frappe les hommes qui sont en âge de procréer et qui va complètement bouleverser le monde, et en particulier la société américaine dont il est essentiellement question dans ce roman. Et l'on voit naître en Amérique d'abord un féminisme radical forcené qui veut éliminer les hommes, puis ensuite un féminisme modéré, beaucoup plus modéré, mais qui ressemble beaucoup en fait à la situation inversée du patriarcat actuel, c'est-à-dire que ce sont les femmes qui dominent maintenant les hommes, alors qu'aujourd'hui, ou dans les années 70 où écrit Robert Merle, on est dans le patriarcat. Dans la situation du roman, on est tombé dans le matriarcat. Et donc, on est là dans un roman qui est difficile à interpréter, qui est à la fois une critique du machisme et de la domination masculine, mais qui est en même temps bourré de fantasmes patriarcaux, etc. Donc c'est un roman extrêmement intéressant qui va peut-être devenir film actuellement ou peut-être série. Et il y a le roman de Naomi Alderman, Le pouvoir, qui est également extrêmement intéressant. Les femmes prennent le pouvoir parce qu'elles découvrent un beau matin qu'elles ont désormais le pouvoir, par une pression de leurs doigts, de donner des décharges électriques qui peuvent blesser plus ou moins gravement et même tuer les hommes. Et donc le pouvoir se renverse, les femmes deviennent les maîtresses du monde, mais le roman est extrêmement pessimiste. Il montre que les femmes ne sont porteuses d'aucune valeur en soi qui améliorerait la situation du monde. Comme l'exprime le titre du roman, Le pouvoir, les règles du pouvoir s'appliquent aux hommes comme aux femmes, et la règle du pouvoir, c'est que quand on peut, on fait, et que la règle du pouvoir, c'est que dans tous les domaines, politiques, économiques, médiatiques, etc., quand on veut exercer le pouvoir, il n'y a de place que pour un. Quand il y en a deux, il faut tuer l'autre. Et donc, les femmes n'améliorent en rien la situation. Elles sont soumises à la même tyrannie du pouvoir, aux mêmes lois du pouvoir. On peut peut-être, on peut peut-être lire donc le dernier texte. Je vais vous dire, il faut donner part à tous de toutes choses en communauté. Égalité de ressources pour vivre, au lieu que l'un soit riche et l'autre pauvre, que l'un ait de vastes terres à cultiver et l'autre pas même de quoi se faire ensevelir, l'un une foule d'esclaves à son service et l'autre pas même un valet. Je pose une seule condition de vie, commune à tous, la même pour tous. Pas possible. Commune à tous? Merde alors. Mange-en d'abord, je prendrai ta suite. Ah? La merde aussi, on la mettra en commun? Mais non, sacrebleu, c'est toi qui t'emballes et qui m'interromps. Ce que j'allais dire, c'est, pour commencer, communauté de terre, de l'argent et de tous les avoirs personnels. Sur ce fonds commun, c'est nous qui vous nourrirons. À nous la gestion, le contrôle des dépenses et la mise au point du plan. Et pour celui dont l'avoir n'est pas en biens-fonds, mais en argent et en devises, cette fortune-là est invisible. Il la versera à la masse. Et s'il la verse pas? S'il fait un faux serment pour la garder, comme il en a déjà fait d'autres pour la gagner? Mais elle ne lui servira plus à rien de toute façon. Comment ça? Le besoin n'imposera plus aucun labeur à aucun citoyen.
Tout appartiendra à tous. Pain, salaison, galettes, pèlerines, vin, couronnes, pralines. Ainsi, quel avantage aura-t-on à ne pas verser ce qu'on a? Creuse-toi bien. Tu en vois un, je t'écoute. Mais voyons, aujourd'hui, les plus voleurs, c'est bien ceux qui ont déjà tout ça à leur disposition. Dans le temps, oui, mon bon, quand nous suivions les lois du vieux temps. Mais à présent qu'on vivra sur les fonds de communauté, quel avantage aura-t-on à ne pas verser ce qu'on a? Suppose un type qui avise une mignonne. Il la convoite, il veut la trombonner. C'est en puisant dans ses fonds privés qu'il pourra lui faire un cadeau. En fait, de jouissance aux communautés, il aura couché avec elle. Mais gratis, il aura le droit de coucher avec. J'institue aussi la communauté des femmes entre tous les hommes, pourra les mettre au lit avec lui et les engrosser qui voudra. Mais comment les empêcher de converger tous sur la plus fraîche et jolie pour essayer de lui foncer dedans? Les laides et les camuses auront leur place à côté de celles qui sont dans leur gloire. Et qui désirera la belle commencera par s'envoyer l'affreuse. Ouais, mais nous autres, les vieux, si nous nous tapons les affreuses, comment veux-tu que nous soyons encore d'attaque pour l'étape suivante de ton programme? Ça sera la débandade. Elles ne feront pas la guerre, ne t'inquiète pas pour ta personne, n'aie pas peur. Pas la guerre? À quel propos? Parce que tu n'auras pas couché avec elles, tu es à l'abri d'un pareil ennui. Vu de votre côté, c'est assez bien conçu. Toutes mesures sont prises pour qu'il n'y ait pas de trou madame vacant. Mais le truc, monsieur, qu'est-ce qu'il va faire? Elles vont mettre le cap sur les beaux garçons. Pour les moches, plus personne. Eh bien, les mal fichus n'auront qu'à pister les bien tournés à la sortie de leur festin et les avoir à l'œil dans les lieux publics. Les femmes n'auront pas le droit de coucher avec les beaux hommes, les bien plantés, avant d'avoir accordé leur faveur aux moches et aux nabots.